Il y a 80 ans, le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissaient notre pays et la Belgique entrait en guerre. Ce conflit fit plus de 50 millions de victimes et révéla l'horreur nazie. Avec plusieurs jeunes du conseil communal des enfants, nous sommes allés à la rencontre des derniers témoins de ces événements tragiques. En 1940, ils étaient des enfants, des adolescents plongés dans une époque confuse et brutale qui les marquera pour toute leur vie. À la lumière de leurs témoignages, nous avons voulu retracer ce que furent ces années de guerre dans nos régions. La guerre a commencé en 1940 et je suis né en 1933. J'avais donc 7 ans. Parce que j'avais 5 ans quand la guerre s'est terminée. J'avais 14 ans. 14 ans, ok. J'avais 11 ans. Ah, j'avais 14 ans et demi. J'habitais rue Gerave au numéro 47. Je suis née là, donc à cette adresse-là. Et voilà. Et j'avais 9 ans au bombardement. La guerre a commencé que j'avais 13 ans et demi. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et 2 jours plus tard, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la Belgique et les Pays-Bas. L'attaque est foudroyante. Cette invasion lance sur les routes de l'exode des millions de Belges encore traumatisés par le souvenir des atrocités perpétrées par l'armée allemande durant la Grande Guerre. Et je me trouvais à Taillow, à l'arrêt du tram, puisque je suivais les cours à Seret, les cours techniques de Seret. Donc j'étais à l'arrêt du tram quand j'ai appris que la guerre était déclarée. Donc à ce moment-là, évidemment, je n'ai eu qu'une chose à faire, c'est de rebrousser chemin et de retourner chez moi, en attendant la suite. La guerre a été déclarée le 10 mai. Et le 12 mai, le bourgmestre avait été éjecté et c'était Monsieur Dupont qui était devenu bourgmestre et qui avait donné l'ordre d'évacuer. Et alors, mes parents, on a fait nos valises, nous, on a pris nos vélos, on est parti avec un jambon, des paquets de biscottes. On allait prendre la route de Namur. Et on nous a arrêtés et nous étions arrêtés en dessous des arches du Bethléem, là. Et on a entendu des bruits épouvantables. On faisait sauter le pont du chemin de fer. Ça a été en passant déjà tout près du pont du chemin de fer, j'ai vu mes 2 premiers blessés. C'était 2 femmes, elles étaient assises sur leur décombre de la maison qui venait de sauter. Elles avaient les jambes ouvertes. Et elle criait au secours, et on est passé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On était devant, on nous suivait derrière, il fallait absolument qu'on avance, quoi. Et on est parti avec nos vélos, mais qu'on conduisait, on n'aurait même pas surroulé, rien du tout, hein. Et alors, on est arrivé à Andenne, et puis à Namur. À Namur, on bombardait Namur. On a continué. On s'est retrouvés après plusieurs jours et une nuit, parce un jour, on a marché 23 heures.
pour nous retrouver à Saint-Quentin, à pied. Mais alors, là, on a vraiment été attaqué par les Allemands, alors, hein, qui mitraillaient. On a vu pas mal de photos, hein, comme ça, les avions piquaient et ils prenaient la route en mitraillant. Alors, nous, on jetait nos vélos, on se précipitait dans les fossiles. On ne regardait pas s'il y avait des orties ou s'il y avait de l'eau. Hein. On se précipitait. Et puis quand l'avion était passé, il faisait souvent demi-tour et ils repassaient et ils attaquaient les civils. Là, hein. C'était pas la guerre, hein, ça. C'était les civils. Et oui, on s'est retrouvés à Saint-Quentin. Là, on a abandonné nos vélos. Et on a pu monter dans un train, mais qu'on mitraillait aussi. Et on se cachait, ils s'arrêtaient pendant les bombardements, pendant les attaques. Et on se cachait, c'était des vieux wagons comme on avait en bois là, hein. On se cachait en dessous des sièges. Hein. C'était effrayant parce que c'était les Stukas, hein, qui nous tombaient dessus. Stukas, c'était des avions en piqué. Ils avaient une sirène. Ils avaient une sirène qui était destinée à faire peur aux gens, à semer la panique. Et effectivement, ça semait la panique. C'était terrible. Et il fallait que je retrouve mes parents. Et je courais sur la route avec mon bidon d'essence. Et puis j'ai retrouvé mes parents, j'ai jeté le bidon. Mon père m'a dit, ne garde pas ça, jette-le. Et je l'ai jeté. Quand la guerre a commencé, papa était rappelé parce qu'il était encore jeune, donc il devait rejoindre l'armée. Il est parti, je ne sais même pas vers où. Et puis finalement, on l'a plus revu pendant presque 3 mois et on ne savait pas ce qu'il était devenu. Comme l'armée était en déroute, on a évacué les militaires de ville en ville et finalement il s'est retrouvé à Palavas-les-Flots en France. Et nous autres, nous sommes partis avec notre baluchon et son papa, puisque lui, il avait rejoint l'armée. Et nous sommes partis avec maman, ma sœur et mon vieux grand-père qui marchait avec une canne. Et quand on est arrivé au pont de Chinet, mon grand-père était à bout de souffle. Et maman a dit c'est inutile, on ne saurait pas. Et puis on ne savait même pas vers où on devait partir. Et on est remonté à la maison et on est rentré chez nous. L'armée belge va résister pendant 18 jours, mais sera rapidement repoussée. Le 28 mai, le roi Léopold III doit se résoudre à la capitulation. Cela inaugure une longue période d'occupation de notre pays par l'armée allemande. Ah oui, le drapeau allemand flotte sur le fort. Quelle humiliation! Les Allemands prennent possession de la ville et la commandanture s'installe d'abord à l'hôtel Terminus, près de la gare du Nord, plus rapidement dans les bâtiments de la Banque nationale et d'autres banques, là où se trouve l'atelier Rock d'aujourd'hui. Les bottes allemandes, on les entendait de loin. Hein. Ils arrivaient en groupe, comme ça, en rang, et ils chantaient leur chant allemand, là. Des chants guerriers. C'était affreux
de les entendre, hein, et casque et tout, alors que, bon, qu'il ne se passe rien en ville, quoi. Hein. Oui, chaque fois qu'on les croisait, pas pour eux, hein, mais quand ils passaient comme ça, à une dizaine en groupe, où on chantait Ali, allô, et vive le chameau. Est-ce que vous avez pu continuer à aller à l'école? Ma jeunesse, les années de guerre, pour moi, ça a été des années d'études. Parce que les études ont continué, l'occupant n'a pas fermé les écoles, donc on a pu continuer nos études. Évidemment, avec les difficultés rencontrées à l'époque, les transports, la nourriture, tous les problèmes que cause la guerre. Le joug allemand va se révéler très lourd à supporter. La nourriture, les métaux, les textiles, le charbon, l'essence sont réquisitionnés par l'occupant. Chaque personne a droit à des timbres de ravitaillement, lui permettant d'acheter de quoi manger, s'habiller et se chauffer. Mais les rations sont insuffisantes. Les familles doivent se débrouiller pour survivre. Est-ce que vous avez souffert ou est-ce que quelqu'un de votre famille a souffert? Mais souffrir, non. On n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu la peur. Il faut dire que les Allemands réquisitionnaient. Alors, moi je partais avec mon papa, on allait mèchener. On allait glaner. Quand les blés étaient coupés, il y avait toujours des grains qui restaient par terre. Et nous, on allait avec un grand sac en jupe. Je vois encore le sac. Et on allait ramasser les épis qui étaient restés par terre. Puis on revenait, on faisait sécher, on faisait comme les Africains maintenant, on les secouait pour avoir les pailles. Et puis, avec mon papa, toujours, on allait à Hermal-Souy, il y avait un moulin. Et là, on allait faire moudre le grain. On revenait avec la farine, mais on revenait avec le son. Parce que ma maman faisait des spéculoos, elle faisait du pain d'épices. Mais on avait notre maman nous faisait une pitance, enfin, ou bien c'était l'école, je n'en sais rien. Parce que je vous dis, la guerre, on ne trouvait rien. Enfin, on avait des bons, etc. Tu sais, des bons qu'on devait donner pour avoir un pain, pour avoir une marchandise et l'autre. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait souffrir le plus pendant la guerre? Pas les Allemands. La faim. Seulement la faim, parce que les Allemands réquisitionnaient toutes les denrées partout, et puis parfois les magasins aussi. Donc il fallait vraiment rationner. C'était ma mère qui faisait les petites parts, ça c'est pour toi Marthe, ça c'est pour Gilbert. Un seul petit salaire, celui de mon père maçon. Et avec ce petit salaire-là, il fallait nourrir les deux grands-parents, les deux parents, ma sœur et moi, 6 personnes. Donc avec ce que nous avions, normalement, nous ne savions pas manger à notre faim. Il fallait donc aller à Bad-Digat, il fallait aller mendier dans les fermes. Et dans les 2 premières années, ça s'est fait très facilement, très sereinement plutôt. Les fermiers étaient vraiment gentils avec nous, connaissaient bien la situation des gens du village qui n'avaient pas de grand terrain de culture, si vous voulez, comme c'était le cas. Les moyens que nous avons employés a été de mendier
Et si le fermier n'était pas généreux ou on avait marre, on cherchait après les nids de poules dans la haie et on revenait avec les œufs. Quels sont vos souvenirs marquants de la période de la guerre? La guerre, on a quand même été très malheureux. Le ravitaillement manquait un petit peu dans tout. Ma sœur a été gravement malade. Il fallait la suralimenter. On payait un petit morceau de lard, 500 francs belges pour un kilo de lard. Et pendant les vacances aussi, je prenais mon vélo et j'allais à la campagne du côté d'Oré et de Gèves même. Chez des fermiers que nous connaissions, on vous remettait un peu de beurre, un petit peu du lait, mais souvent du lait écrémé, un petit peu de froment, un petit peu de pommes de terre. Il fallait qu'on tire son plan pour avoir un petit peu du ravitaillement, puisque avec les timbres, vous aviez un peu de choses quand même. Hein. L'occupation allemande se traduit aussi par une série d'ordonnances qui réglementent la vie quotidienne. Les affiches informent la population des interdictions et restrictions, comme le couvre-feu qui empêche de sortir après une certaine heure. Des obligations comme l'occultation des fenêtres. On a souffert de privation, de distraction, parce que je suis allé à Namur la première fois que j'avais 18 ans. Il n'y avait rien comme moyen de transport. Le soir, il y avait l'occultation. Je suis allé une fois chez le dentiste, Monsieur Dumont, et il m'avait retenu un petit peu longtemps. Et il habitait du côté, je ne sais plus exactement où, et je devais traverser la grande place, et dans l'obscurité, je ne savais plus me diriger vers la rue des Brasseurs, je ne savais plus où la rue se situait tellement il faisait noir. Mais l'occupation, c'est aussi la répression. Arrestation, rafles, prise d'otages, travaux forcés, déportation, voire même exécution pour ceux qui n'obéissent pas. La résistance va s'organiser. Je n'ai pas fait, moi, personnellement, de la résistance, mais j'ai été poursuivi pour, soi-disant, avoir fait de la résistance. J'ai été poursuivi par les Allemands. J'ai dû quitter, d'ailleurs, mes études, me cacher, parce que j'étais impliqué dans un sabotage auquel je n'ai pas participé et que je ne savais même pas qui se faisait. Papa était allé à un match de football avec un des fermiers, bien souvent pour leur faire plaisir, et il y a eu une descente de la police allemande, et il demandait les cartes d'identité à beaucoup d'hommes, puisque en principe, dans le foot, c'est beaucoup des hommes, et papa avait oublié de prendre sa carte d'identité, mis sur le côté pour partir à la forteresse ici, et c'est un petit voisin qui est venu à la maison chercher sa carte d'identité et lui apporter, et il a été relâché. Mais sinon, pour un tout, pour un rien, il fallait pas trop se remuer. Voilà, ceci c'est un document que papa avait reçu venant de la commandante Tours, comment est-ce qu'on appelle ça? Il devait s'y présenter et c'était pour partir en Allemagne comme travailleur obligatoire, hein, puisque tous les Allemands étaient partis à la guerre, il n'y avait plus personne. Mais ne sachant pas quoi, mais lui s'est caché. Et on se demandait quoi, on ne le voyait plus, hein. C'était en 1943 qu'il devait se présenter. Rue Lapley, voilà, il devait aller rue Lapley. Et il n'y a pas été, il s'est caché. Et nous, on demandait toujours à maman, et papa, il revenait de temps en temps, le soir, attention, hein. Je ne sais pas, je n'ai jamais su où il était, certainement du côté de Solière, ou... Je ne sais pas, certainement à la campagne, hein. J'ai eu le frère de maman qui est parti, lui, de cette façon-là, mais il est revenu mort en train, quoi. On l'a ramené en train mort. On savait qu'il y avait de la résistance un peu partout. On avait quand même un peu peur des résistants
parce qu'il leur fallait de l'argent. Et alors, ils braquaient parfois, hein, oui, il leur fallait de l'argent pour tous ceux qui étaient dans les bois. Il a ses copains qui ont été fusillés à Botte, je crois que c'est à Botte, du côté de choses, de Méor, par là. Et ils ont été arrêtés et il y avait un professeur d'allemand de Huy, qui était dans le groupe des résistants là-bas, et ils ont dû faire leur trou. Préparer leur trou. Et ils étaient parqués dans une porcherie. Et là, le professeur d'allemand comprenait ce que les militaires allemands disaient entre eux. Donc, il avait entendu qu'ils allaient passer l'arme à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de se sauver? Je ne sais pas, j'étais 5 ou 6 là-dedans. Alors, il y en avait un parmi eux qui était assez grand et très mince. Alors il y avait le trou par où on alimentait les cochons, de l'extérieur, là, on vide pour alimenter les cochons. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé le gars par le trou d'alimentation des cochons. Ils l'ont poussé, etc. Finalement il est sorti, il a mis les bouts dans la campagne derrière. Les Allemands ont tiré après, mais ils ne l'ont pas vu. Mais les autres ont été fusillés. Ils étaient 5 ou 6, le professeur d'allemand aussi est fusillé. Au couvent de la Sarthe, après le bombardement, je n'ai plus voulu habiter en ville. J'ai dit, ils ont raté les ponts, ils reviendront. Moi, je ne reste plus en ville. Et mon père connaissait fort bien les pères dominicains à la Sarthe, et il s'est adressé au père prieur, qui lui a dit « J'accueille les réfugiés, vous pouvez venir ». Et nous sommes allés habiter au couvent de la Sarthe. Et j'avais remarqué un comportement bizarre d'un père qui travaillait à la cuisine. Il disait tous les jours « Je vais nourrir mes cochons ». Et il descendait dans les caves et il élevait des cochons dans une grande cave. Et un jour, un camion avec des SS s'arrête sur la place devant le couvent et ils ne sont pas restés, mais et je me rends compte justement le père avec son paillet qui allait nourrir ses cochons, je vois qu'il est effrayé. Et il me dit, viens avec moi, mais ne dis rien à personne. Et nous allons dans la cave aux cochons. Il me dit, prends l'échelle qui est au mur. Et le fond de la cave, il y a un mur de ballots de paille. Il arrache des ballots de paille, il met l'échelle, il siffle un coup, on entend un autre sifflement. Il monte à l'échelle, il me dit, passe-moi le paillet. Je monte à l'échelle, je passe de l'autre côté. Il y avait une douzaine de prisonniers russes qui attendaient leur dîner. Alors, ça faisait bizarre. Et pendant la nuit, ils travaillaient avec la résistance. Ils allaient faire le coup de feu pendant la nuit et la journée, ils étaient là-bas, dans la cave. Heureusement qu'on n'a pas eu de perquisition. On était quand même extrêmement surveillés. Quand j'ai quitté mes études à l'école moyenne, donc je n'avais pas d'emploi, j'étais libre, et à ce moment-là, les Allemands réquisitionnaient la jeunesse pour aller travailler en Allemagne. Et ça, j'ai recherché, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'avais un document de la commandanture, comme quoi j'ai été réquisitionné, et ma sœur aussi, pour partir travailler en Allemagne. Et j'ai des petits voisins qui sont partis en Allemagne, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas revenus, qui ont péri en Allemagne, dans les bombardements, dans je ne sais pas quoi. Donc nous avons vu monter
à la fin de la guerre, ceux qui allaient se dire résistants. Tout le monde savait où ils allaient, forcément. Ils n'allaient pas dans des maisons particulières, ils allaient dans les fermes. Et ils se réfugiaient là-dedans pour s'apprêter à quoi on n'a jamais su. C'était des jeunes qui n'avaient jamais manié d'armes. Quand ils sont arrivés là-bas, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à nettoyer les armes. Il y en a juste un qui est allé plus vite que les autres et qui a tiré sur des Allemands qui venaient à la ferme pour se ravitailler. Et il est retourné dans son camp à 500 mètres de là, c'était complètement stupide qu'ils avaient fait. Et ils sont venus, évidemment, les Allemands sont arrivés avec leur matériel, autre chose que des fusils de chasse, ont encerclé la ferme et commencé à tirer à travers la porte de la grange, sachant que les gens étaient dedans. Un maximum, et au fur et à mesure qu'il y en a qui sortaient par d'autres endroits qui essaient de s'échapper, ils étaient tués et descendus. Il y en a très peu qui se sont sauvés. Ça a marqué l'inconscience des gens qui voulaient bien faire, qui voulaient se montrer comme résistants, et finalement qui n'ont fait que du dégât, dont mon copain André Pirsoul a été victime. À 13 ans, on n'est pas résistant. Le père Dominique Pire, futur prix Nobel de la paix, est déjà très actif à cette époque. Il avait mis sur pied des plaines de vacances pour entourer les familles défavorisées. Elles prirent de l'ampleur pendant la guerre, où il y avait plus de 700 enfants qui les fréquentaient. Il forma des groupes de jeunes pour les animer. Il fut aussi un résistant dans l'armée secrète dont il était l'aumônier. J'ai fait partie pendant la guerre d'un mouvement de scouts. C'était le père Pire qui était là, et il avait formé un groupe de guides, de cheftaines. On avait même organisé, et c'était même un peu dangereux pendant la guerre, un grand jeu de nuit, et on devait, je ne sais plus ce que c'était exactement, courir dans les prairies. Et comme il y avait eu assez bien de remous avec cette histoire-là, le lendemain, on avait reçu la visite des autorités allemandes qui étaient venues voir ce qui se passait, puisque on était surveillés de tous les côtés pendant la guerre. Et le père Pire avait même emporté avec lui un drapeau belge que les Allemands n'ont pas découvert, ce qui pouvait être dangereux parce que le père Pire faisait partie de l'armée secrète. Et puis alors nous avons fait partie pendant quelques années des stations de plein air qui étaient aussi organisées par le père Pire, et nous allions chercher le ravitaillement dans ce beau couvent-là de la Sarthe. Il y avait un perron en pierre de taille, et on entrait dans un couloir et on avait des grandes cruches émaillées comme il y avait à cette époque-là, remplies de gruaux d'avoine, et c'était souvent le repas de midi. Les petits-enfants se rassemblaient quand il faisait mauvais temps dans la salle des fêtes de la Sarthe, et on leur servait du gruau d'avoine, et nous mangions du gruau d'avoine aussi. C'est avec le père Pire qui avait organisé le secours d'hiver. J'allais servir des personnes qui n'avaient rien. Et ça se passait sa rue d'Amérique à l'Essor. Et c'était beaucoup d'un genre de soupe, là, avec des haricots dedans. Enfin, les gens avaient quand même un peu à manger. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement.
les troupes alliées avancent et l'armée allemande va connaître de plus en plus de défaites. Le jour le plus dramatique pour la ville de Huy fut le 18 août 1944. En fin de journée, on entend des avions qui vrombissent au-dessus de la ville. Il fait chaud et beaucoup de monde. Des habitants et des militaires allemands profitent du bassin de natation en Meuse. Soudain, c'est le déluge. Des bombardiers censés détruire le pont tombent sur la ville et détruisent des quartiers entiers. Il y aura 83 civils tués et de nombreux blessés. Et nous étions partis au-dessus du chemin de Durès, et nous étions là sur le talus, et on voyait dégringoler les bombes, et que ça claquait de tous les côtés. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des blessés, et beaucoup. Il y avait 2 petits voisins qui ont été tués. Et le jour du bombardement, nous étions dans l'abri parce qu'il y avait eu une alerte et on s'est précipité là-bas parce que, je sais pas, on sentait certainement que c'était grave, quoi. Et alors, le bombardement, là, ça... Des morts, des blessés, et qu'on n'a pas attrapé le pont finalement. Hein. Alors, voilà une amie, une amie. Elle a aussi ton âge à ce moment-là, elle a 12 ans. C'est Madame Brozet, Émilie Brozet, et tu vois là, manifestement, elle aime l'eau, hein? Mais comme elle habitait à ce moment-là à Antey, elle allait chez ses parents, chez ses grands-parents, pardon, à Huy, et elle allait à la piscine, et ça a été bombardé par les Américains. Pas parce que Madame Brozet s'y trouvait, mais ils essayaient d'attraper le pont. Je dis qu'ils ont tenté d'attraper le pont. Ils n'ont pas eu le pont, ils ont eu la piscine et ils ont eu une grosse partie de Huy, des maisons, hôtels de là-bas. Il y a eu pas mal de personnes qui ont été tuées là-bas. Et Madame Brozet a été blessée. Elle a eu le tendon de la jambe gauche sectionné. Et malgré ça, elle a réussi à s'extraire de la piscine, de grimper sur le talus herbeux, de griffer sur le talus herbeux pour s'en sortir. Et elle tenait par la main une petite fille. Allez, viens, on va s'en sortir, une plus jeune qu'elle. On va s'en sortir. Elle tire dessus un peu plus fort, et elle se rend compte que la petite fille n'a pas de tête. Sa tête a été coupée lors des bombardements. Donc elle est tombée dans les pommes, elle s'est évanouie. On est venu la rechercher de là-bas, ce sont d'autres qui s'en étaient sortis, qui sont venus la tracter hors du rivage pour la conduire à l'hôpital. Mais elle a toujours été handicapée. Avez-vous vécu au moment du bombardement à Huy en 1944 ? Ah ben, j'y étais. Ouais. Et je dois être un des derniers survivants rescapés du bassin de natation d'ailleurs. J'étais sur la passerelle au moment où ça a commencé. C'est même moi qui ai donné l'alerte, parce que j'ai crié, regardez, voilà les bombes. Et elles nous tombaient dessus, je me suis couché par terre, et ça a été la destruction totale. Oui, avec beaucoup de morts là-bas. On a été submergés et tombé une seule bombe sur le bassin de natation, une seule. Et le bassin monté hors de l'eau complètement et puis c'est retombé. Nous avons été complètement inondés
et étouffé là, couché vraiment tout près. Et je me suis retrouvé dans un tas de boue. Nous étions une vingtaine qui attendaient pour rentrer au bassin de natation. Il y avait une gamine à côté de moi qui s'appelait Francine Enroth, elle avait 16 ans. Et elle ne s'est pas relevée. Et je lui ai dit, lève-toi Francine, foutons le camp d'ici, ils vont revenir, sachant qu'une attaque se faisait en 3 vagues. Et elle ne s'est pas relevée. Je l'ai pris par l'épaule et je l'ai retournée. Et là, j'ai vu qu'elle était morte. Puis j'ai aidé un homme à se relever, qui était blessé à la jambe. Beaucoup de gens étaient blessés aux jambes. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'en avais plein le corps, surtout le bras droit. J'avais un gros éclat là-bas, j'en avais un là-bas, et puis j'en avais tout le reste en plein le corps. Et j'ai recouvert de boue et de sang. J'avais le front vert, et je saignais. Et j'ai voulu remonter le chemin pour remonter à la grande route. Et j'ai vu une jeune Allemande. Elles étaient 2, avec 2 soldats. Il y en a une qui avait une jambe à 3/4 arrachée. Et qui hurlait « Töten Sie mich !»« Tuez-moi !» Et puis un homme m'a attrapé par le cou, s'est agrippé à moi. Hilfen Sie mir, qui m'a demandé, aidez-moi. C'est un soldat allemand. Malgré que c'est un ennemi, je l'ai aidé. Parce que à ce moment-là, il n'y a plus d'amis ni d'ennemis. Il n'y a plus que des pauvres types qui cherchent à sauver leur peau, quelle que soit leur nationalité et leurs antagonismes. Et j'ai été survivant, je ne sais pas comment. Blessé, évidemment. Ouais. Blessé, j'avais 45 éclats dans le corps. Et puis nous avons dû ramasser les blessés sur la route. Il y en avait beaucoup, et beaucoup de cadavres. Et j'ai ramassé une jeune fille qui s'appelait Denise Delhal. Je ne la connaissais pas, mais j'ai su son nom après. Je lui ai dit, on va essayer de vous transporter pour que vous ayez le moins mal possible. Un homme est arrivé avec une civière et nous l'avons soulevée. Je l'ai pris par en dessous des bras pour la soulever et elle m'a dit, j'ai eu ces dernières paroles, j'ai mal, mais tantôt je n'aurai plus mal, je serai morte. Et elle a fermé les yeux, elle était morte. On avait dit plus jamais ça, et on a recommencé avec toutes les guerres suivantes. On n'a pas compris. Pas compris. Moi, je suis restée, la première fois quand j'ai été blessée, je suis restée donc du 18 août à fin janvier à l'hôpital. Et j'en ai vu des choses, j'ai vu toute la rue Gerard brûler parce que je jouais. On est petits, on a 9 ans, on est toute une bande. Les autres ont su rentrer avant parce que maman, je me souviens toujours, était sur le seuil. Rentrez. Parce qu'elle avait, pour elle, il allait se passer quelque chose. La sirène, ça fait, on l'avait déjà entendu, mais on s'en fichait, il n'y avait jamais rien eu, etc. Et ici, pour nous, c'était ça aussi. Hein. Et comme c'était assez haut, qu'on jouait là beaucoup plus haut, quand je suis rentrée
face à la porte de la maison, la bombe tombait. En fait, toutes les bombes tombaient, mais une est tombée là. Alors moi, je suis montée, il y avait 3 marches, je suis montée, passé la pièce devant, et puis je suis tombée, j'ai dévalé les escaliers de la cave. La dernière bombe de la rue Chefaf est venue à quelques mètres de la maison, enfin. Bon, alors papa m'a pris, mais je vous jure, je me rappelle, il faisait noir comme la nuit, et tout brûlait donc, hein. Là, tout était bombardé, hein, parce qu'il y a eu des morts, à Place du Tilleul et rue Chefaf, il y a eu des morts. C'est là l'endroit où il y en a eu le plus. Et là, les brancardiers, hein, qui étaient déjà à l'œuvre, etc. Oh Charles, qu'est-ce qui se passe? Ta petite est blessée, mais là sur le brancard, on va la conduire directement à l'hôpital. Alors, on est arrivé à l'hôpital, mais là, il y avait tellement, mon Dieu, quel brouhaha. Plus de lit, plus de place, etc. Tous les couloirs, il y avait des matelas, hein. Et tous les blessés, ou peut-être des morts déjà, étaient étalés, mais dans tous les couloirs. Et là, il a entendu Charles. Et il regarde, mon Dieu, là, il a été maquillé, il a vu, parce que j'ai la liste des morts, hein, parce que j'ai mis ça. C'est pour rappeler son nom, voilà la liste des morts. Et ici, attendez que je cherche son nom, voilà, c'était le Charlie, Xavier, oui. Il tenait le café qui a été... Et il avait, je vous jure, il avait tout le ventre éventré. Tout sortait, je vous le jure. Hein. J'ai un souvenir, j'en ai énormément. Hein. Il n'y a papa qui le voit, mais il parlait peu, vous savez, on entendait. Mon Dieu, qui dit, et il va vers lui, il lui prend la main. Hein. Eh bien, je vous dis, il est mort en ayant vu papa. Les Alliés progressent, et c'est la débandade du côté allemand. La population est sur le qui-vive. Beaucoup d'avions passent au-dessus de la ville pour aller bombarder les villes allemandes. Vous gardez encore des souvenirs d'enfants qui vous ont marqué? Mes parents avaient pris une évacuée de Liège. Ils avaient faim. Et comme mes grands-parents avaient le bonheur d'être des fermiers, nous n'avons pas eu faim. Mais ces personnes de Liège venaient vers nous pour avoir du beurre, des œufs. Et une Liégeoise est arrivée chez nous, elle a logé chez nous avec ses 2 gamines pendant la période de danger. Et son mari était en captivité en Allemagne. Et chez nous, notre village a été menacé, Ramelot donc, parce que il y avait un campement d'Américains dans le parc du château, à 2 pas de chez nous. Et un avion allemand est passé et les Américains, l'avion allemand avait tendance à piquer du nez. Les Américains ont commencé à tirer après. Là, on a eu très très peur. Nous sommes filés dans les tranchées. Ça s'appelait des oublis. On faisait des tranchées sous terre. Et alors, nous agrippions à maman et nous partions nous protéger dans les sous-sols souterrains des tranchées qu'on avait fait exprès pour s'isoler. Ben, il fallait aller très vite. Quand ça commençait à vibrer, il fallait aller vite parce qu'on pouvait être tué suite à un éclat. La nuit, quand ces fameuses bombes volantes, comme mon parrain me dit, moi j'appelais ça des robots, passaient sur le village, nous descendions, nous collions au mur, emballés dans les couvertures, jusqu'à ce que les vibrations cessent. Le mastic des fenêtres se détachait, c'était terrible. Mais quel souvenir on garde à 3-4 ans. Parce que j'avais 5 ans quand la guerre s'est terminée. Mais chez un enfant, c'est quelque chose qui est marquant. C'est pas oublié ça. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué à cette époque? La peur, et en 43, 44, quand c'était vraiment... les Américains ont débarqué alors le 6 juin, et là c'était dangereux.
parce qu'ils passaient, ils allaient sur l'Allemagne, mais malgré tout. Et autour de la salle des coffres à la banque, il y avait un couloir de ronde en béton armé et tout. Et alors nous, on passait nos nuits là-bas. On avait mis des matelas parce que quand on entendait la pré-alerte, et puis on attendait, et puis c'était l'alerte, ben il était temps de courir. Ça fait on passait nos nuits. Il y avait des voisins qui venaient aussi. Tu vois, l'amphi, au moment où il y a eu les V1 et les V2, c'est vers la fin, mais les Allemands étaient tellement, je veux dire, un lémo crapuleux pour tuer vraiment le plus de monde et le plus de villes possible. Eh bien, tout l'hôpital, au moment des V1 ou V2, on a descendu, mais vraiment tout l'hôpital, tous les malades, etc., les salles d'opération dans les caves. Elles étaient immenses, elles étaient voûtées, vraiment fortes, enfin, que s'il y avait eu quelque chose, je ne sais pas quel résultat il y aurait eu, je n'en sais rien, mais... Le mercredi 6 septembre 1944, vers 17h, les chars américains de la 3e division du général Rose entrent dans la ville de Huy. C'est la libération tant attendue après des années de souffrance et de sacrifices. Toutes les cloches sonnent, les drapeaux refleurissent sur les balcons, la foule envahit la grande place et acclame les libérateurs. On avait une grande carte de France et on épinglait des petits drapeaux pour montrer quand ils avançaient ou quoi. Et alors, Namur a été libéré, puis ils sont venus tout le long de la route de Namur. Ils sont arrivés au coin du pont, qui était en bois à l'époque. Là, le pont, il avait été atteint. Les Allemands, les Américains étaient là sur le quai de Namur. Et moi, j'avais 15 ans, donc. J'étais à la banque, il y avait une loggia avec, avant on mettait des drapeaux qu'on mettait, et j'étais en haut et je sortais les drapeaux. Et puis on a entendu des bruits terribles, maman qui criait comme une perdue après moi. J'ai rentré des drapeaux en vitesse et je suis descendue et il y avait un char allemand qui était au coin du pont. Et ils ont tiré sur le premier char américain et puis ils se sont retournés et ils ont tiré. Et puis, voilà, on n'entendait plus rien, c'était fini. Et alors, j'ai ressorti les drapeaux et, comme un seul homme, on est allé sur la grande place. Alors là, c'était la folie. J'ai encore la chair de poule. C'était la folie. Hein? Ah oui, j'ai vu des Allemands qui jetaient leurs armes, qui avaient les bras en l'air. J'ai vu des femmes qu'on ramassait et qu'on coupait. Ah oui, ça. Et c'est là que j'ai vu notre directeur ainsi en blanc et on s'est dit, il faisait partie de l'armée secrète et personne n'en savait rien. Et alors, je ne vous dis pas l'euphorie, les cris,
c'était inimaginable. On ne parvient pas à mettre des mots sur cette ambiance, hein, là. Et oui, et puis alors, un bal par-ci, un bal par-là. On jetait du sable, on dansait dans le sable. Mais quand on a dit que la ville était libérée, on était sur la petite place de la rue Santelière et qu'on était content, on était fous de joie de la fin de la guerre. À ce moment-là, nous n'avions pas encore vu les Américains et tout le quartier était rassemblé là sur la petite place. Et à un moment donné, on a commencé à mitrailler et c'était les Allemands qui s'échappaient par les bois de Viersay et de l'autre côté de la Sarthe, et malgré qu'ils étaient en défaite, ben, ils tiraient et moi je me tenais comme ça tellement j'avais peur, et maman était paniquée croyant qu'il y avait eu personne de blessé, mais ils tiraient dans la population, hein. Il n'y avait pas de pitié. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945 pour vous? En 1945, la libération. Et à cette occasion-là, évidemment, j'ai pris un engagement à l'armée belge. J'ai donc répondu à la demande du gouvernement pour que la jeunesse s'engage. Et c'est ce que j'ai fait. Avec 4600 camarades à l'époque. Mais comme tous les engagés de l'époque, nous étions tous des volontaires, tous des jeunes, alors de 18 à 25 ans. Nous avons été cantonnés, certains à René, d'autres à Dès, d'autres à Oudenarde. Nous étions logés chez l'habitant, puisque nous étions toujours tous en civil. Et parmi nous, il y avait des facteurs, il y avait des agents de police, il y avait des cultivateurs, il y avait de toutes les sortes de jeunes. Nous sommes donc restés environ 15 jours, 3 semaines à René, à Dès ou à Oudenarde. Et alors nous avons été embarqués pour l'Angleterre. Nous avons donc traversé la Manche avec les bateaux de l'époque, le Liberty, jusque Tilbury en Angleterre. Là, en Angleterre, à Tilbury, nous avons pris le train qui nous a transportés jusqu'à Liverpool. Évidemment, à chaque transport, il y avait des camps de transit pour nous héberger et nous alimenter. Alors, à Liverpool, nous avons pris le bateau également pour traverser la mer d'Irlande, qui nous a débarqués à Belfast. Et c'était à cette époque-là le navire qui s'appelait le Highland Princess. Et nous avons appris qu'à son voyage de retour, qui revenait vers la Belgique, qu'il avait été torpillé par des torpilles allemandes, le bateau sur lequel se trouvaient énormément d'ATS, c'est-à-dire des filles, des femmes qui étaient engagées à l'armée. Mais nous avons participé à l'occupation de l'Allemagne. Quand il y a eu l'armistice, rien n'était prévu à Huy comme festivité. Et avec des copains, nous avons décidé d'organiser quelque chose. Je suis allé trouver l'animateur de la radio américaine au quadrilatère et je lui ai dit: est-ce que vous pourriez nous aider? Et on s'est expliqué. Ils ont mis 2 gros haut-parleurs sur le bassigna. Ils sont accrochés sur le bassigna. Ça a été vite fait. Alors il dit: il faudrait de la musique européenne, en plus de la musique américaine, le jazz évidemment.
et je leur ai porté des disques, des valses, des tangos, de l'accordéon, Un peu de tout. pour avoir un choix pour tout le monde. Et je me suis arrangé avec un menuisier qui a amené de la sciure de bois sur la Grand Place. Et on a mis la sciure de bois sur les pavés pour faire une piste de danse. C'était très bien, parce qu'autrement sur les pavés, pour les souliers, surtout pour les dames avec les hauts talons. Et le bal a commencé. On n'a pas fait de publicité, c'est du bouche à oreille, et on a fait le bal. Il a commencé à 8 heures du soir, il a duré jusqu'à 6 heures du matin. Il y avait des centaines de danseurs. C'était incroyable. J'ai compté jusqu'à 300 couples qui tournaient autour du bassignon. Merveilleux. Merveilleux. On était claqués le lendemain matin, évidemment. Ça, c'est un souvenir. Et le lendemain, je suis retourné à la radio pour remercier l'animateur. Et il m'a dit, ça a bien marché le bal. Je l'ai même diffusé sur les ondes aux États-Unis. En direct, malgré le décalage horaire, il m'a dit. Ça m'a fait plaisir. Le 16 décembre 1944, les Allemands lancent une contre-offensive. C'est le début de la bataille des Ardennes. Les Américains installeront à Huy des postes de repos et de soins où les soldats peuvent reprendre leur souffle et se reposer avant de repartir au combat. De nombreuses villes furent détruites comme La Roche, Bastogne et il y eut beaucoup de victimes civiles et militaires. La ville de Huy ira porter main forte à la ville de La Roche. De nombreux volontaires hutois partent déblayer les décombres, soigner les blessés, apporter de l'aide matérielle. Les Hutois vont accueillir dans leur famille 2418 habitants de La Roche, dont de nombreux orphelins. Avez-vous vu des Américains? Mais ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu un Américain chez moi. Il venait à la maison, mais comme on manquait de beaucoup de choses, il nous a amené. C'était ces grandes boîtes kaki, vous savez, avec les œufs en poudre. Là. Oh, j'adorais ça. Et il nous amenait des bonbons, du chocolat, pour cirer les chaussures, même du cirage. Vous vous rendez compte? C'est les Américains étaient le 6 septembre, ils sont venus à Huy. Huy a été libéré, et puis il y a eu Bastogne, et là, ça continuait, la guerre continuait, hein, là. On a logé 25 Américains qui revenaient du front, qui revenaient de Bastogne. Ils venaient se reposer là. Ma maman cuisinait, mais on apportait tout. Hein. Là, j'ai vu les premiers blocs de beurre, hein, les boîtes comme ça de pâté. On ouvrait les boîtes de pâté, on les coupait en tranches, on les réchauffait. Mon papa épluchait les pommes de terre. On a eu tout. La viande surgelée, c'est là que j'ai vu des blocs de viande surgelée. C'était pas fini la bataille des Ardennes, mais comme ils étaient à bout de souffle, hein, et à moitié surgelés tellement il faisait du temps très très froid, ça avait été un hiver vraiment fort rigoureux. C'était vers la période de Noël, et dans le quartier chez nous, où c'était beaucoup de petits ménages, on les accueillait pour venir souper. Donc on a eu chez nous cet Américain-là
et un autre, Edward Malone, qui était un prestidigitateur, cet Américain-là. Et alors on les recevait pour leur rendre un petit hommage et pour les réconforter, puisqu'ils étaient quand même venus de loin pour nous défendre, et qu'ils avaient vécu là-bas en Ardennes vraiment l'enfer. Il y avait, le quadrilatère avait été transformé, avait été réquisitionné et transformé. Il y avait là-bas la station de radio American Forces Network et il y avait un centre de repos. Ils avaient établi un centre de repos là-bas avec des salles de lecture, de jeux. Ils avaient créé un hôpital dans le quadrilatère. Ils ont même accueilli des civils qui revenaient d'Ardennes avec eux. Ils se sont remis en pagaille et ils les ont accueillis. Il y avait beaucoup de blessés dedans. Et puis il y avait une armurerie, on réparait des armes. Il y avait des cuisines. Toute la nourriture venait des États-Unis. Ils ne pouvaient pas acheter des produits locaux. Ils craignaient des empoisonnements. L'eau qu'ils buvaient, c'était l'eau de la Meuse. Il y avait à l'emplacement de la piscine actuelle 2 grands semi-remorques et des tuyaux qui pompaient l'eau hors de la Meuse. Et dans les semi-remorques, on traitait l'eau, on la désinfectait. Et ils buvaient cette eau-là. Évidemment, ils buvaient aussi le Coca-Cola et les bières américaines. Mais toute la nourriture était obligatoirement américaine. La farine venait d'Amérique et on fabriquait les pains qui gaspillaient beaucoup d'ailleurs. Ils jetaient des pains entiers à la poubelle. Il y a eu des réclamations pour ça. Beaucoup de réclamations. Ils gaspillaient, c'était terrible. Terrible. Mais c'était une vitrine. L'armée américaine était une vitrine des produits américains. C'était une publicité. Ce sont des souvenirs qui restent. Hein? Ah oui. Tous ces témoins ont accepté de partager ce qu'ils ont vécu, ce qui les a marqués pour toute leur vie. Et ils ressentent comme un devoir, une responsabilité d'appeler à la vigilance et de confier aux jeunes d'aujourd'hui leur message pour un monde plus juste et en paix. Cette paix si fragile, si elle ne repose sur des valeurs de liberté, de solidarité et de justice. Qu'ils soient 1000 fois remerciés pour leur accueil et leur disponibilité. Notre mission à nous, les jeunes d'aujourd'hui, est de partager ces témoignages, de les garder bien vivants dans nos mémoires et de construire un monde où plus aucun enfant ne souffrira de la guerre et de la violence. Si tu rêves au cœur profond de la forêt, rêve d'amour, d'espoir, de trêve, rêve le calme, rêve la paix. Tous les rêves ne sont pas mensonges, et si demain, à ton réveil, ta belle histoire se prolonge, tu chanteras sous le soleil. Liberté, sur la grande route de la liberté. Celui qui écoute un témoin devient témoin à son tour. Liberté, écoutez, sur la mer, les vagues dansent et dans le désert, les chameaux pensent que le plus doux désert, en vérité, c'est l'air.